Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons débuter l'épisode sur le rayonnement de Hawking. Je vous prie de m'excuser pour la petite coupure qu'il va y avoir juste après, car j'ai dû recommencer l'introduction puisque j'avais trop parlé. Voilà. Je vous souhaite un très bon épisode et prenez soin de vous. Le rayonnement de Hawking, c'est un phénomène théorique qui est proposé par le physicien Stephen Hawking en 1974. Et il s'agit d'une prédiction de la mécanique quantique appliquée aux champs gravitationnels intenses, comme ceux présents aux abords d'un trou noir. Selon Hawking, même si un trou noir est traditionnellement conçu comme un objet dont rien ne peut s'échapper, pas même la lumière, elle émettrait en réalité un rayonnement à cause des effets de la mécanique quantique. Pour comprendre ce concept, il est nécessaire d'introduire l'idée de la création de paires de particules virtuelles dans le vide. Vous allez comprendre. Dans l'espace vide, il y a des paires de particules et d'antiparticules qui peuvent apparaître spontanément pour ensuite s'annihiler, donc disparaître par elles-mêmes, mutuellement, en un laps de temps extrêmement court. Et c'est un phénomène qui est autorisé par le principe d'incertitude de Heisenberg. Et à proximité de l'horizon des événements d'un trou noir, il est possible qu'une des particules de la paire tombe dans le trou noir tandis que l'autre s'en échappe. La particule qui s'est échappée semble alors être émise par le trou noir qui constitue ce qu'on appelle le rayonnement d'Hawking. Ce processus a des implications qui sont profondes pour la physique des trous noirs et la thermodynamique. Et elle implique notamment que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais émettent un rayonnement comme un corps noir. Donc ce qui signifie qu'ils possèdent une température. Et de plus, cela suggère que les trous noirs peuvent perdre de la masse au fil du temps à cause de cette émission de rayonnement qui mène potentiellement à leur évaporation complète. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, mais vous allez voir que on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, le rayonnement d'Hawking n'a pas encore été observé directement, qu'on soit franc, mais il constitue quand même un élément crucial dans la compréhension de la physique des trous noirs et de l'interaction entre la gravitation, qui est décrite par la relativité générale, et puis aussi la mécanique quantique. Et sa découverte a ouvert la voie à des discussions importantes sur la conservation de l'information dans les trous noirs et le destin ultime de ces objets célestes. Et ça fait référence aussi au paradoxe de l'information, dont j'ai déjà parlé dans les podcasts précédents. Le rayonnement d'Hawking, c'est un concept théorique qui est proposé par le physicien Stephen Hawking dans les années 70, donc 4 ans plus tôt que ce que je vous ai dit en 1974. Il s'agit d'une prédiction selon laquelle les trous noirs ne sont pas entièrement noirs mais peuvent émettre de petites quantités de particules thermiques, un phénomène qui est désormais connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Cette idée révolutionnaire a modifié notre compréhension des trous noirs et ça les présente non plus comme des objets éternellement silencieux, mais plutôt comme des entités capables d'émettre de l'énergie et potentiellement de s'évaporer au fil du temps. Alors, comment ce mécanisme du rayonnement d'Hawking fonctionne ? Le rayonnement d'Hawking repose sur les principes de la mécanique quantique et selon lesquels le vide n'est jamais totalement vide, mais bourdonne d'une activité constante avec des paires de particules et d'antiparticules qui se forment et se détruisent continuellement. À proximité immédiate de l'horizon des événements d'un trou noir,
Une telle paire de particules peut se former avec une des particules tombant dans le trou noir, tandis qu'une autre s'échappe dans l'univers. La particule, en fait, échappée est perçue comme faisant partie du rayonnement d'Hawking. Et cela demande des implications de ce rayonnement d'Hawking. Alors on a des prédictions qui peuvent induire des implications profondes. Par exemple, il y a 3 points. L'évaporation des trous noirs. Avec le temps, le rayonnement d'Hawking entraîne la perte de masse d'un trou noir qui mène à l'idée que, en fait, les trous noirs peuvent s'évaporer complètement s'ils perdent plus de masse qu'ils n'en accumulent. Après aussi, on a le paradoxe de l'information. Donc le rayonnement d'Hawking, en fait, soulève le paradoxe de l'information dans les trous noirs, parce que la question non résolue qui concerne le sort de l'information sur la matière qui tombe dans le trou noir, parce que si un trou noir s'évapore entièrement par le rayonnement d'Hawking, alors que devient l'information qu'il contient? Ensuite, on a la thermodynamique des trous noirs, et le concept de rayonnement d'Hawking en fait, a conduit à l'intégration des trous noirs dans les lois de la thermodynamique qui attribuent à ces objets une température et une entropie. Alors, on reviendra plus tard sur l'entropie. Je pense que tout le monde sait ce que c'est l'entropie, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, on a les défis et les recherches actuelles. Bien que le rayonnement d'Hawking en fait, soit largement accepté dans la communauté scientifique, il n'a pas encore été observé directement en raison de sa faible intensité comparée aux radiations cosmiques ambiantes. Les recherches actuelles se concentrent sur la compréhension plus profonde du phénomène et de ses implications sur la physique théorique, notamment dans le cadre de la quête pour une théorie de la gravité quantique qui va unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Bon, le rayonnement d'Hawking, en fait, il représente un point et un pont fascinant en fait entre la gravité et la thermodynamique et la mécanique quantique. D'accord. Maintenant, ça illustre aussi, bien sûr, la richesse et la complexité de l'univers à travers le prisme des trous noirs. Mais parlons maintenant des implications pour la thermodynamique des trous noirs et cette évaporation des trous noirs. L'introduction en fait du concept de rayonnement d'Hawking a eu un impact en fait significatif sur notre compréhension de la thermodynamique des trous noirs, ainsi que sur le processus d'évaporation des trous noirs, et ces implications élargissent notre vision de la physique des trous noirs. Elles les intègrent en fait dans un cadre plus large de la thermodynamique et qui remettent en question leur nature apparente et permanente. Parlons de la thermodynamique. La thermodynamique de ces fameux trous noirs, c'est un domaine qui est étudié en fait par rapport aux lois thermodynamiques qui sont appliquées à celui-ci. Et ce rayonnement d'Hawking, en fait, joue un rôle crucial en fait dans ce contexte, car il attribue au trou noir une température non nulle. Et contrairement à ce que l'on pourrait suggérer, avant Hawking, en fait, on considérait que les trous noirs ne pouvaient qu'absorber la matière et l'énergie, leur température étant par conséquent perçue comme absolument zéro. Cependant, le rayonnement d'Hawking en fait implique que les trous noirs émettent des radiations, ce qui leur confère une température finie, et puis les insère en fait dans le cadre de la thermodynamique classique. Donc, selon la première loi de la thermodynamique appliquée aux trous noirs, la variation de leur énergie, donc, qui est considérée ici comme leur masse, eh bien, elle est équivalente à la somme du travail réalisé sur le trou noir et de la chaleur échangée avec son environnement. Le rayonnement d'Hawking en fait, est interprété comme cette chaleur qui est émise et qui permet en fait, d'associer une entropie au trou noir. En fait, l'entropie d'un trou noir, c'est proportionnel à l'aire de son horizon des événements, quoi, en gros. Et ça augmente avec la matière et l'énergie qu'il absorbe. Mais par contre, attention, ça diminue avec le rayonnement d'Hawking émis. D'accord? Donc, maintenant, on va se concentrer sur l'évaporation des trous noirs. En fait, le processus par lequel un trou noir perd de la masse à travers l'émission de rayonnement d'Hawking, il est connu sous le nom d'évaporation des trous noirs.
Donc cela contredit l'idée antérieure selon laquelle un trou noir, une fois formé, ne fait que croître indéfiniment en absorbant la matière et l'énergie environnante. Mais je pense qu'on a déjà assez parlé de ça dans les épisodes précédents. En gros, le rayonnement d'Hawking suggère plutôt qu'un trou noir peut perdre de la masse et théoriquement s'évaporer entièrement au fil du temps. Mais qu'adviendra-t-il finalement des super trous noirs qu'il y a au sein de nos galaxies? Est-ce que nous-mêmes, on va disparaître? Ça, c'est la question que je me pose aussi. Parce que la vitesse à laquelle ce processus d'évaporation se produit est inversement proportionnelle à la masse du trou noir. Donc, plus un trou noir est massif, plus son taux d'évaporation est lent. Donc, ça résout un peu ma question. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu le temps de le voir encore par rapport à notre trou noir qui est au sein de notre propre galaxie. Donc, pour les trous noirs de masse stellaire ou supermassif, le temps d'évaporation serait bien plus long que l'âge actuel de l'univers, en fait, rendant ce processus pratiquement imperceptible. Cependant, pour des trous noirs hypothétiques de petite masse, donc des tout petits, formés dans des conditions extrêmes peu après le Big Bang, ou par des processus non encore découverts, eh bien l'évaporation pourrait être significativement bien plus rapide. L'évaporation des trous noirs, en fait, telle qu'elle est décrite par le rayonnement d'Hawking, introduit plusieurs nuances et complexités supplémentaires qui méritent d'être explorées pour une compréhension approfondie de ce phénomène. Mais vous inquiétez pas, on va rentrer encore plus dans le détail. On va parler des températures des trous noirs et du rayonnement d'Hawking par rapport à ces températures. Parce que la température d'un trou noir, en fait, qui est définie par cette théorie, donc le rayonnement d'Hawking, elle joue un rôle en fait crucial dans le processus d'évaporation. Cette température est extrêmement basse pour les trous noirs de masse stellaire ou supermassif, donc retenez cette information s'il vous plaît, ce qui rend leur rayonnement d'Hawking difficile à détecter avec les technologies actuelles. Cependant, cette température augmente à mesure que la masse du trou diminue. Ce qui signifie que les trous noirs, en fait, plus petits, eh bien, ils émettent un rayonnement plus intense. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, quoi. Si un trou noir parvient à perdre suffisamment de masse, sa température peut devenir suffisamment élevée pour que le rayonnement Hawking devienne un phénomène observable. Donc plus c'est petit et plus c'est observable. Plus c'est gros et moins ça l'est. Cependant, la réalisation pratique de cette observation reste un défi majeur pour l'astrophysique. Maintenant, il y a vraiment, c'est un sujet qui me façonne, c'est comment est conservée l'information et quel paradoxe ça crée. Parce que le processus d'évaporation des trous noirs, en fait, qui est soulevé par ce rayonnement d'Hawking, ça a également relevé un paradoxe fondamental en physique théorique, c'est le paradoxe de l'information, que j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Parce que devient l'information dans les trous noirs? Selon les principes de la mécanique quantique, l'information, elle ne peut pas être détruite. Donc, si un trou noir s'évapore complètement, emportant avec lui toute la matière et l'énergie qu'il a observée, la question qu'il faut se poser est qu'il advient de l'information. Et qu'est-ce qu'il advient en fait de cette information qui contient et qu'il a contenu en fait. Ce paradoxe en fait souligne une incompatibilité potentielle entre la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale qui stimule les recherches vers une nouvelle physique qui pourrait résoudre cette énigme. Et c'est ce que je parlais dans l'épisode 8, c'est que même par rapport aux équations, c'est qu'en fait finalement les deux équations en fait, donc la mécanique quantique et la relativité générale en fait ne sont pas réellement en accord toutes les deux. Si vous avez bien compris l'épisode 8, eh bien vous vous rendez bien compte qu'il y a une incohérence en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelles sont les implications cosmologiques ? L'évaporation en fait des trous noirs et des implications pour la cosmologie et l'évolution de l'univers, en fait ces trous noirs primordiaux, hypothétiques et de petites masses formées peu après le Big Bang, pourraient en fait s'évaporer sur des échelles de temps cosmologiques. Leur évaporation complète aurait pu libérer de grandes quantités d'énergie sous forme de rayonnement d'Hawking qui influence potentiellement la dynamique et la chimie de l'univers primordial. De plus, l'étude de l'évaporation des trous noirs pourrait fournir des indices sur la nature de la matière noire. Et puis, il y a certains théoriciens qui suggèrent que les trous noirs primordiaux pourraient contribuer à une partie de la matière noire
observées dans l'univers. Alors, il y a des défis expérimentaux et observationnels qui sont faits, parce que détecter directement le rayonnement d'Hawking émis par les trous noirs représente un défi majeur pour les astronomes, parce que leurs efforts, en fait, pour observer ces phénomènes incluent la recherche de signatures spécifiques dans le spectre électromagnétique qui pourraient être attribuées à l'évaporation des trous noirs. En outre, des expériences de laboratoire, en fait, ils tentent de créer des analogues de trous noirs, des copies, ou des phénomènes similaires au rayonnement d'Hawking qui pourraient être observés dans des systèmes contrôlés, mais qui, bon, selon moi, c'est pas suffisant, hein, mais par contre, ça offre quand même une voie alternative pour étudier ce processus fascinant. Donc, bien que ce concept en fait d'évaporation des trous noirs remette en question nos idées préconçues sur ces objets célestes, eh bien, ça ouvre également des avenues de recherche passionnantes qui pourraient éclairer certains des mystères les plus profonds de l'univers. Mais je pense qu'on n'est pas encore au point sur les expériences, hein. L'évaporation des trous noirs, en fait, telle que la conceptualisation qui a été faite par Stephen Hawking, eh bien, c'est un phénomène complexe, hein, qui implique non seulement la physique des particules et puis la mécanique quantique, mais aussi des domaines que la théorie des champs et de la cosmologie. Euh, En fait, quand vous approfondissez en fait ce concept, eh bien, il est important d'explorer des aspects moins discutés, mais tout aussi cruciaux pour une compréhension globale. Alors après, quels sont les effets sur la structure des trous noirs? L'évaporation affecte la structure même des trous noirs, hein, donc au fur et à mesure que les trous noirs émettent du rayonnement d'Hawking et qui perdent de la masse, ces caractéristiques en fait physiques, comme l'horizon des événements, eh bien, se modifient. La réduction de l'horizon des événements donc, pourrait influencer la manière dont le trou noir interagit avec son environnement, et notamment en termes de capture de matière et d'interaction avec des champs magnétiques à proximité. Parce que je vous rappelle que le trou noir ne va pas chercher de la matière, c'est la matière qui est autour de lui, et c'est donc le trou noir qui absorbe la matière qui est environnante. C'est pas le trou noir qui se déplace pour aller chercher à manger. D'accord? Ensuite, quelle est l'influence de ce trou noir sur les environnements galactiques? Donc les trous noirs, en fait, ils ne vivent pas dans l'isolation, ils sont souvent entourés de disques d'accrétion qui forment des matières ou de la matière en orbite, hein, sur le point d'être absorbée. Et l'évaporation des trous noirs pourrait avoir des implications significatives sur la dynamique de ces disques d'accrétion, ainsi que sur les jets relativistes éjectés par certains des trous noirs actifs. Et ce processus, donc, du moins ces processus, hein, sont vitaux, hein, pour comprendre la formation des structures à grande échelle de l'univers et l'évolution des galaxies. Par exemple, des super amas de galaxies, et puis même comment on pourrait dire, du rôle en fait de la nucléosynthèse en fait primordiale. Puisque l'évaporation des trous noirs en fait pourrait également jouer un rôle dans cette nucléosynthèse primordiale. Le processus en fait de formation des premiers noyaux atomiques de l'univers, qui a été très jeune, eh bien, ces particules émises par les trous noirs primordiaux, quand ils s'évaporent, eh bien, ils auraient pu contribuer à l'abondance des éléments légers dans l'univers primitif, et donc qui offrent ainsi un mécanisme alternatif ou complémentaire au modèle de nucléosynthèse primordiale traditionnel. Je ne sais pas si vous me suivez, mais on va y revenir de façon bien plus tard, vous inquiétez pas. La détection et les signatures observables, comment on fait? Bien que le rayonnement d'Hawking lui-même reste difficile à observer directement, les processus d'évaporation des trous noirs donc, pourraient lancer des signatures indirectes observables par les instruments actuels ou futurs. Et par exemple, les trous noirs en évaporation rapide pourraient générer des fonds diffus de rayons gamma ou de neutrinos détectables qui fournissent des preuves indirectes de l'évaporation des trous noirs. Et cette recherche de telles signatures est un domaine actif en astrophysique observationnelle et qui est même à fond en ce moment, hein, je vous le dis, hein. J'ai fait quelques recherches, les scientifiques sont vraiment à fond dedans. Donc, quelles sont les considérations théoriques et de modélisation que l'on pourrait avoir par rapport à ce rayonnement d'Hawking? En fait, la modélisation précise que
l'évaporation des trous noirs nécessite une compréhension approfondie des interactions entre la gravité, la mécanique quantique et les champs de haute énergie. Et ces développements dans les théories de la gravité quantique, telles que la gravité quantique à boucle ou la théorie des cordes, pourraient offrir donc des nouvelles perspectives sur le processus d'évaporation. Et en résolvant certains de ces paradoxes et en fournissant une description plus cohérente des trous noirs et de leur évolution, eh bien, cela permettrait de défier en fait une forme de compréhension de la physique fondamentale qui promet en fait de relever des aspects inattendus de l'univers. La poursuite en fait de ces recherches dans ce domaine continuera d'enrichir notre connaissance des lois fondamentales qui régissent notre propre réalité. Pour conclure, en fait, l'implication du rayonnement d'Hawking dans la thermodynamique et dans l'évaporation des trous noirs souligne en fait cette interconnexion profonde entre la mécanique quantique, la relativité générale et la thermodynamique. Ce concept, en fait, a non seulement révolutionné notre compréhension des trous noirs, mais a également posé de nouvelles questions sur la conservation de l'information. Ça, c'est quelque chose qui me passionne, parce que le paradoxe de l'information, selon moi, c'est vraiment un élément capital qu'il faut essayer de comprendre. Il y a aussi l'entropie et l'évolution ultime de l'univers. Et ça stimule effectivement les recherches continues dans ces domaines fascinants de la physique. Donc vous voyez que, en fait, on pourrait continuer encore et encore, mais on va y revenir de toute façon dans les prochains podcasts, mais vous voyez que rien que par rapport au paradoxe de l'information, on n'arrête pas d'en reparler à chaque fois. C'est quand même quelque chose de récurrent et on se demande finalement où va l'information, quoi. Et donc même en précisant donc ce que je viens de vous expliquer pendant ce podcast, même les formules qui ont été exprimées dans l'épisode 8, donc les équations d'Einstein, eh bien, ils ne savent pas trop en fait comment interpréter tout ça. En fait, finalement, on n'est pas trop sûr de ce qu'on raconte. C'est un peu le ressenti que j'ai par rapport aux recherches que je fais. Et alors, je dis pas que j'ai la science infuse, mais pour l'instant, j'ai l'impression que tout n'est pas clair. Donc, on va pousser encore le sujet encore plus loin, on va aller encore plus loin, il n'y a pas de problème. On a fini le point numéro 2 donc, de la physique des trous noirs. Maintenant, on va intégrer un nouveau paramètre dans nos podcasts, donc c'est l'observation et la détection des trous noirs. On va commencer à discuter un petit peu plus précisément sur les méthodes d'observation directe et indirecte, comment on observe des étoiles en orbite autour des trous noirs, et comment on détecte des ondes gravitationnelles issues des fusions de trous noirs. Après, on ira sur les événements et les phénomènes associés, les disques accrétions, les jets relativistes, les effets gravitationnels, les lentilles gravitationnelles, etc., etc. De toute façon, vous avez toute la description, vous avez tout le détail en fait du sommaire qui va suivre dans la description. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît et de liker ma vidéo. C'est très important pour moi de me donner de la visibilité. Prenez soin de vous en tout cas et à très bientôt.